Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Fishing Club. Très bonne année 2019 à vous tous. Il règne déjà une chaude ambiance sur le plateau. On est ravis d'accueillir Sylvain Legendre. Bonjour. C'est ta première dans le Fishing Club. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et avec plaisir. Et de venir débattre avec des gens que tu connais bien pour la plupart. Ouais. Salut Nico. Salut. Salut Gaël. Salut Bruno. Salut. On va parler, messieurs, dans ce Fishing Club numéro 4 du brochet. Il reste quelques semaines pour pouvoir traquer le brochet, en tout cas en deuxième catégorie. On va parler de la pêche de ce carnassier dans les conditions actuelles, c'est-à-dire les conditions d'eau froide, les conditions hivernales. Est-ce qu'il y a des choses qui changent fondamentalement dans la recherche du brochet? On imagine que sa tenue n'est pas tout à fait la même et que son comportement non plus. Est-ce qu'il y a des grandes tendances? Moi, j'ai souvent entendu à titre personnel qu'il fallait pêcher plus lentement le brochet en hiver. Déjà, est-ce que ça c'est vrai ou faux? Sylvain? Plutôt oui, voilà, l'eau est froide, c'est un petit peu au ralenti, donc oui, on pêche plus doucement. C'est pas un poisson que je pêche énormément l'hiver, mais quand j'ai l'occasion de le faire, oui, je fais ça, ouais, plutôt des leurres assez volumineux que je ramène plutôt doucement. On s'adapte au métabolisme du poisson qui va se nourrir un peu moins souvent dans la journée. Pourquoi est-ce qu'on pêche plus lentement quand l'eau est froide? Ah, c'est une bonne question là, je vous ai... Non, on pêche... Après, moi je pêche lentement, mais tu as des heures où tu peux quand même pêcher assez vite. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des pics d'activité. Les moments les plus chauds de la journée. Fin janvier, exactement. On peut avoir fin janvier des poissons qui montent sur des hauts fonds dans peu d'eau là. Et alors, tu vas pas aller aussi vite qu'au printemps, mais tu peux avoir des pêches un peu soutenues, où tu vas quand même les faire réagir. Mais moi, je le pêche sur des lacs qui sont plutôt des lacs chalots, très peu profonds. Et oui, je privilégie, on va dire, le 11h, 15h, et je pêche les bordures ensoleillées. Et pas spécialement lentement, quoi. Plutôt notamment poisson nageur, et plutôt sur de l'agression. Donc ces horaires-là, les heures les plus chaudes de la journée, c'est parce que les plans d'eau s'éveillent un peu, il y a un peu plus de vie. Ça s'active un petit peu en général sur le coup de midi, 15h. Là, même jusqu'à la nuit. Hein. Là, c'est vraiment une période où en fait, c'est dur le matin en général. La tombée de la nuit, tu arrives à faire des poissons encore. Après, il faut vraiment voir le type d'hiver qu'on a eu. C'est-à-dire que si tu as un hiver doux et qu'il reste de la bouffe un peu partout, tu auras des poissons disponibles assez facilement, un peu sur toutes les pêches. Par contre, on a un hiver très froid, et alors moi je les pêche principalement en gravière. C'est-à-dire qu'en rivière, l'hiver ça m'intéresse moins. Mais en gravière, plus l'hiver sera froid, plus les herbiers seront tombés de bonne heure, plus l'eau va être claire, plus les poissons seront regroupés dans les fosses, donc ce sera d'autres approches. Mais par contre, je sais que moi quand l'eau est froide, c'est-à-dire on va dire en dessous de 4 degrés, j'ai souvent des meilleurs résultats aux leurres dures, aux poissons nageurs là, que aux leurres souples. Et je privilégie vraiment les longues billes, c'est-à-dire pas forcément des gros leurres, mais par contre avec des grandes pauses et des animations plus enveloppées, pas de coups de canne, des trucs. J'essaye de les faire nager entre 1 et 2 mètres au-dessus du fond dans l'eau claire là, et les poissons montent le chercher. Mais c'est pas violent. Et je pêche avec une canne spinning, tu vois, c'est des approches un peu spécifiques. Mais ça correspond pour moi à des hivers très froids, des moments où les poissons sont durs à prendre. Bruno, pareil? Oui, sur les lacs que je pêche, notamment en Normandie, j'ai remarqué depuis une bonne dizaine d'années, j'ai vraiment une grosse réussite pendant cette période froide sur les dos bleus. Tu sais l'expliquer ou pas forcément? Est-ce que c'est dû à la clarté? Parce qu'évidemment, dans ces hivers, l'eau a éclairci totalement. Est-ce que c'est ce côté réflexion de l'eau? L'explication logique, je ne l'ai pas. En tout cas, l'explication en termes de pêche et de réalité, en termes de prise, elle est là, quoi. Ça fait 10 ans où ces coloris-là, en tout cas sur ces lacs-là, attention, hein, c'est sur un microcosme, m'ont rapporté beaucoup plus de poissons. Après, c'est extensible. Hein. C'est-à-dire que si tu prends les truites de mer en fin de saison, quand l'eau refroidit et qu'elle s'éclaircit, le bleu prend le dessus. Si tu prends les cendres, là, sur les pêches de novembre, décembre, là, quand il commence vraiment à geler, mais qu'on a encore de l'eau claire, même en lac, même profond, la couleur bleue a tendance à ressortir. Donc c'est idem au l'eau claire des lacs alpins, par exemple, qui est cristalline, quelle que soit la période de l'année. C'est pareil, le bleu ressort dans les couleurs de tête aussi. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit lié à l'hiver, mais pas dans les eaux claires. Mais l'eau claire. Clairement, le bleu, c'est un très bon dans l'eau coloris. froide, c'est assez réputé, et dans l'eau claire aussi. Alors là, pour le coup, on a les deux. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Temporise, mais peut-être pas de manière opportune. C'est que si on prend le cas de la Seine, par exemple, tant que l'eau est chaude, même si elle est avec la même turbidité, on aura des meilleurs résultats sur des tons verdâtres. Et il y a ce côté, chez nous en tout cas, le côté température. Tant qu'on n'aura pas basculé vraiment vers une descente des températures, le bleu ne va pas forcément s'imposer. Toi, tu as dit tout à l'heure, tu partais plutôt sur des leurres dures, plutôt que sur les leurres souples, lorsque l'eau a vraiment fraîchi. Bruno, pareil, tu fais le même retour? Déjà, par plaisir, j'aime mieux pêcher aux leurres dures les brocs qu'aux leurres souples, déjà par plaisir. J'ai tendance plus souvent à mettre un leurre dur.
je reviens à ce que j'ai déjà dit une fois, quand on en a parlé, hein. À temps égal, pour moi, un leurre dur fera plus de poissons qu'un leurre souple à partir du moment où il peut travailler dans la même couche d'eau. Voilà. Ça, pour moi, j'en suis persuadé. Je ne sais pas si c'est une réalité, mais c'est pas conviction. Donc, de toute façon, ça marche pour toi, par de toute référence, façon, là, je mets du leurre dur, quoi. Bon, pour résumer, on pêche les heures les plus chaudes de la journée. Plutôt avec des leurres d'eau bleue si on écoute... Gaël, sur sa expérience, il disait même jusqu'au soir à cette époque-là. Donc, oui, voilà, j'aime bien pêcher jusqu'au soir. Donc faut pas se cantonner juste à cette période la plus chaude, il faut vraiment plonger. Moi je pense que le matin en tout cas c'est un peu plus dur, quoi. Un peu plus dur le matin. C'est un peu plus dur, quoi. C'est la période où il n'y a pas de nécessité de se faire violence pour être 1 heure avant le lever de soleil sur l'eau, prêt à dégainer, quoi. Bon, restez au lit, la moralité, pêchez avec des leurres avec des dos bleus et allez-y mollo sur la manette du moulinet. C'est ça. Voilà le petit résumé pour la pêche du brochet pour les dernières semaines. On va faire des pauses, ouais. Moi j'aime bien l'hiver faire des pauses. Et faites des pauses. Merci beaucoup. Les gars, on va enchaîner, on va parler du permis de pêche dans le Fishing Club. On est de retour sur le plateau du Fishing Club. On est ravis d'accueillir Denis Legret, référent carte de pêche à la FNPF. Merci beaucoup, monsieur Legret, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour David. Pour nous parler de la carte de pêche et non pas du permis, comme j'ai dit il y a quelques secondes. C'est pas un permis, hein. Non, c'est une carte de pêche parce que c'est une adhésion, alors que le permis sous-entend une permission, donc c'est différent. On parle de permis de chasse, on parle de permis de conduire, mais on parle de carte de pêche. L'émission aujourd'hui de la fédération, si on veut schématiser et simplifier un peu, à l'extrême, on va dire que c'est l'entretien, la préservation des milieux. C'est de fournir un terrain d'expression aux pêcheurs de loisirs français, c'est d'assurer un empoisonnement et une quantité de poissons à pêcher suffisante. Vous ne le voyez pas comme ça ? Je suis d'accord avec la première partie, c'est-à-dire que effectivement les deux grandes missions des fédérations, c'est de s'attacher à ce que le milieu soit fonctionnel, c'est-à-dire que nos rivières permettent aux poissons d'accomplir leur cycle. Donc à partir de là, elles vont développer tout un tas d'actions vers le milieu. Puis le deuxième grand volet, c'est le développement du loisir pêche. Alors le développement du loisir pêche passe par favoriser, j'oserais dire, les conditions de pratique de la pêche sur les rivières et sur les plans d'eau et les grands lacs. Ça veut donc dire l'entretien, l'accès sur ces lots de pêche. Alors l'empoisonnement, certes, il en faut, mais à partir du moment où on parle d'empoisonnement, déjà on n'est plus dans les deux grandes missions. Après, c'est plus sur l'encadrement des pratiques de pêche pour faire en sorte qu'on ait toujours des poissons et que les pêcheurs puissent, prendre des poissons. Après, dans ma conception de la chose, est-ce que vous parlez de milieu et de population en face d'un groupe de pêcheurs, d'une somme de pêcheurs? L'idée, c'est quand même de faire matcher un peu justement le nombre de poissons avec la demande, enfin pas la demande, mais le pool de pêcheurs que vous avez. Donc je pense que les missions d'empoisonnement se limitent pas forcément à du surdensitaire à l'ouverture ou... Le milieu, il ne peut produire que, entre guillemets, ce qu'il a la capacité à produire. Donc si quelque part on a une demande de par la population de pêcheurs qui est supérieure à ce que peut offrir le milieu, on est en déséquilibre. Donc forcément, après, on est en surdensitaire, forcément. Ah oui, mais c'est ce que... Alors, je ne sais pas si c'est bien de la mission de la fédération d'aller dans ce sens-là. Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est les droits de prélèvement qu'ont les pêcheurs par rapport à ce que le milieu peut produire. Justement, on dit que le milieu arrive à saturation sur sa production par rapport à une demande de pêcheurs qui est plus forte en face. Apparemment, la volonté, c'est pas de réintroduire du poisson, c'est d'ouvrir d'autres milieux. Mais les autres milieux qu'on ouvre, est-ce qu'ils sont riches? Comment ils sont dotés? Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que c'est bien beau de dire on ne remet pas de poisson, on va vous offrir plus d'eau, quoi. Toi, ta préconisation, Bruno, ça serait quand même de réintroduire du poisson? Pêcher dans ma baignoire pour ne pas prendre de poisson, ça ne va pas. Je prends des exemples qui sont des grandes échelles. Les États-Unis, le Japon. Des populations de pêcheurs énormes. D'accord? Alors ça passe par plein de choses. Ok, les consolidations des frélières, tout ce que vous voulez bien, mais ça passe aussi par un réempoisonnement massif. Parce que de toute façon, il y a plus de demandes que ce que peut produire la nature.
Donc il y a un moment donné, il faut Ce qui bien fait le l'aider. lien avec ma Il faut remarque, bien quoi. l'aider, il faut bien compenser. Quoi. Il y a un moment Non, mais donné, là, on voit bien qu'il y a deux visions qui s'opposent on peut complètement, vous hein. ouvrir toutes les eaux du monde. S'il n'y a rien dedans à prendre, le résultat sera le même. Les pêcheurs ne seront pas plus satisfaits pour ça. Donc pour moi, ok, on ouvre des milieux, on donne des baux de pêche en plus, super. On met en place des frayères, très bien, il le faut, mais il faut que ce soit Procéder à un empoisonnement Bien massif. sûr, c'est évident. D'ailleurs, les pays où la pêche est le plus développée, ces empoisonnements ont lieu, quoi. Et ils ont lieu, là on parle de l'eau douce, mais ils ont lieu aussi en mer, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ça prouve bien aussi à un moment donné qu'on arrive aux limites de la production. Gaël et quoi. Sylvain, vous partagez ce point de vue. On ne peut pas juste se contenter d'offrir des milieux les plus propres Pour moi, et les plus vastes Il y possibles. a plusieurs problèmes majeurs. C'est que d'un côté, il y a l'agence de l'eau qui a ses attentes et en effet, les fédérations sont là pour être garantes de la qualité du milieu. Et il y a quand même les pêcheurs qui cotisent sur leur carte et qui, eux, ont des attentes beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire d'attraper des poissons. Et les deux, il y a d'un côté la gestion de milieu et d'un côté, il y a de l'halieutisme. Et c'est deux choses totalement différentes, clairement. Après, je pense sincèrement, moi pour avoir la chance de pêcher un peu partout en France, qu'on n'est pas bon sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'accessibilité, il y a combien de lacs où il y a des belles mises à l'eau, où on peut mettre un bateau à l'eau de taille raisonnable, avec un parking au-dessus, aussi bien avec une côte haute qu'une côte basse. Pas tant que ça. Combien il y a d'endroits où les gars peuvent aller pêcher la truite avec des passages à pêcheurs pour que les personnes un peu âgées puissent accéder à ça. Pas tant que ça. Il y a eu des efforts de fait, je fais partie d'une APP, donc je sais un peu, il y a eu des efforts de fait sur la signalétique pour justement déjà que les gens se repèrent par rapport à l'endroit où ils vont pêcher, avec la labellisation de certains parcours et tout ça. Donc on avance vraiment. Mais au niveau de l'halieutisme pur, c'est-à-dire de fournir un produit fini au pêcheur avec une quantité de poissons sympa à pêcher et une accessibilité qui lui permet réellement de s'exprimer, on est encore loin. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Legret, sur ça? Peut-être la fédération ne prend pas assez à bras-le-corps des problématiques d'halieutisme, comme le disait Sylvain. Alors, deux Gaël, réponses. D'abord, je dirais, si on traduit l'empoisonnement, si on devait aller vers des empoisonnements massifs, ça exigerait d'autres moyens. Le kilo de brochet, c'est aux alentours de 10 € le kilo. Si le pêcheur remet, il n'y a pas de souci. Mais s'il conserve, avec ce qui reste, j'oserais dire, sur une carte de pêche pour la fédération et la PPMA, on va vite être limité en empoisonnement, c'est évident. Alors, le cortège de réglementation qui va avec, c'est aussi à vous de le définir. Oui, bon, on peut mettre du no-kill, on peut encadrer la pratique, mais on touche aussi un autre aspect du problème, c'est le fait que les pêcheurs respectent le cadre mis en place et le contrôle qu'on peut exercer. Si quelque part il n'y a pas le gendarme qui est là, on sait que les pêcheurs, dès qu'ils pourront, ils ne respecteront pas. Pas tous, je ne suis pas d'accord, parce que si vous prenez, on va prendre l'échelle de la France, sur les routes, tout simplement, vous mettez limitation à 80, il y en a peut-être des malins qui vont rouler à 90, 110, mais tous ces malins qui ont roulé à 90, 110 ne vont pas tous se faire prendre, c'est pas vrai. Donc c'est pas le fait, voilà. Mais pourtant, la majorité des gens vont quand même respecter cette réglementation. Donc je suis pas tout à fait d'accord. Il y aura toujours des gens qui vont déroger aux règles, mais de toute façon, quelles que soient les règles. Et moi, j'ai un bon exemple chez moi, c'est qu'on a mis la taille du brochet sur certains plans d'eau à 70 cm et certains 75. Il y a eu des levées de boucliers la première année, sauf que maintenant, tout le monde est content parce que tout le monde prend des gros brochets. Donc je pense qu'il y a cette passation à faire. Bon, on va se faire souffler un peu dans les bronches si on change. Mais c'est pas grave. C'est pour un bien-être derrière. C'est pour augmenter un potentiel aux pêcheurs. Et c'est augmenter aussi le nombre de pêcheurs. Parce que clairement, aujourd'hui, on envoie un gamin, ou peu importe, même pas un gamin, quelqu'un qui démarre la pêche. S'il va une fois, deux fois où il ne prend pas de poisson, eh ben vous le retrouvez derrière une Game Boy, quoi. Ou dans un étang privé. Ou dans un étang privé. Et d'ailleurs, cette proportionnalité d'étang privé, parce qu'on en a parlé déjà ensemble, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne mesure pas. Mais je suis persuadé que là, on dit qu'il y a 1,5 million de pêcheurs récréatifs qui prennent une carte de pêche, mais je suis sûr qu'il y en a autant dans le privé, peut-être plus. Moi perso, les 3/4 de mes copains, aujourd'hui, prennent des licences ou des abonnements sur des plans d'eau privés. Pourquoi? Parce qu'il y a des poissons, tout simplement. Donc la vraie problématique, elle est quand même là. Donc je pense qu'il faut s'y atteler dans les deux bouts. Je pense que si on met en place une réglementation qui est un peu
un peu plus ferme, sans être. On ne parle pas non plus du no-kill intégral, mais si là où on a le droit de prélever 3 brochets, 12 cendres, on passe à 1 brochet, 1 cendre, tout le monde va mieux s'en porter. Déjà, la réglementation aujourd'hui, c'est 3. Hein. Oui, non mais voilà. N'empêche que 3, si vous avez la chance de pouvoir y aller 3 fois par semaine, C'est beaucoup. regardez ce que ça fait, trop, ouais. c'est 3, c'est énorme. beaucoup, C'est énorme. Et là, vous allez, là, je parle d'une personne, mais si on multiplie à 100 pêcheurs sur un plan d'eau, bien grand soit-il, bien peuplé soit-il, vous allez voir que ça ne va pas mettre longtemps à ce que ça devienne un no man's land, quoi. Alors, Donc je pense que tout ça, ça va ensemble. Et on ne peut pas dire non, il ne faut pas réempoisonner ou non, on ne peut pas agir. Si. Moi, je pense qu'il va falloir réempoisonner, c'est indéniable, et il va falloir mettre une réglementation en adéquation. Même si on n'a pas le système de garderie, je suis désolé. Moi, je pense qu'on est tous un peu bêtes et disciplinés. À partir du moment où on nous dit, voilà, la taille c'est 70, c'est 1 par jour, vous aurez 80% des gens qui vont la respecter. Les 20%, de toute façon, quelle que soit la réglementation, vous ne les ferez pas respecter. Donc, de toute façon, ceux-là, on n'en tient pas compte, c'est pas bien grave. Mais c'est pas eux qui vont faire le plus de mal, quoi. Et puis, sachez franchement que si nous, en tant que pêcheurs, on voit un gars qui garde 3, 4, enfin 10 fois plus de poissons, les pêcheurs sont tous sauf stupides. Ils savent que c'est très bien que ces poissons-là, ils ne vont pas les reprendre, donc ils ne vont pas pouvoir venir s'amuser. Ça va être les premiers à leur dire, quoi. Et je pense que 2-3 réflexions, les gars vont comprendre aussi. Donc je pense que tout ça, ça fait un système, mais on ne peut pas dire, ouais, on ne peut pas mettre ça en place parce qu'il y a des gens qui ne vont pas. Non, à ce compte-là, la route, on ferait ce qu'on voudrait. Il n'y aurait aucune loi. La comparaison avec la route, je trouve que ce n'est pas la bonne comparaison. Parce qu'il faut voir les moyens qu'on a mis, moyens coercitifs, par rapport justement au respect des vitesses. On n'est pas du tout, je dirais, sur le même registre en termes de contrôle au niveau de la pêche. Combien de fois vous êtes contrôlé par an? En eau douce, ça devient faire 5 ans que je n'ai pas eu un contrôle. Bon. Combien de fois vous êtes contrôlé sur la route? Alors, je fais 160 000 km à l'année. Ça fait 6 ans que je n'ai pas eu un contrôle. Oui, mais vous passez devant combien de radars? Donc la comparaison n'est pas la même. Est-ce que vous partagez une partie de l'analyse de Bruno pour en revenir à la quantité de poissons que les pêcheurs espèrent? Les pêcheurs sont jamais contents, sont jamais satisfaits. On voudrait toujours attraper plus de poissons. Mais il y a quand même un sentiment qui est assez profond en France chez les pêcheurs, c'est l'impression de trouver de moins en moins de poissons dans le domaine public. Et vous le constatez, je pense que vous avez constaté qu'il y a beaucoup de pêcheurs aussi qui vont désormais à l'étranger utiliser leurs économies pour aller prendre des poissons, et pas très loin de chez nous, en Slovénie, aux Pays-Bas, en Espagne, chez des voisins européens. Comment vous expliquez que ces pêcheurs-là se délocalisent pour aller vivre leur passion alors qu'on a un pays extraordinaire, magnifique, avec des cours d'eau et des étangs absolument somptueux? Il y a quand même peut-être quelque chose à prendre du discours de Bruno, ou c'est quelque chose qui serait trop impopulaire aujourd'hui pour la FNPF, de dire on va passer en no-kill sur pas mal de zones, on va limiter drastiquement les possibilités de capture, on va augmenter les mailles. C'est trop impopulaire de prendre ces mesures-là? Il y a déjà un certain nombre de mesures de prise. Tout à l'heure, j'étais un peu poussé au crime quand je dis il ne faut pas aller vers le rempoisonnement. Il faut savoir quand même que pour une fédération, si je cumule et les associations et la fédération, si je prends une fédération comme la mienne, qui représente 13 000 pêcheurs, c'est quand même de l'ordre de 100 000 € quand même, hein, par an. C'est pas anodin quand même, 100 000 € de rempoisonnement. Gaël, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ouais, Est-ce que tu partages l'analyse de de Bruno, par exemple, sur les Moi, je partage l'analyse de Bruno sur les rempoisonnements, oui, en sachant qu'on a des milieux qui produisent, et il suffit déjà d'arrêter de les tuer pour qu'ils continuent de grandir. Donc déjà, c'est une... Donc ce que tu dis là Moi, en creux, c'est... Je suis pour les mailles inversées, c'est-à-dire de dire, voilà, on a le droit de garder un petit poisson par jour et le reste, on arrête. Pour avoir des beaux poissons à pêcher. Les gens vont en Irlande, les gens vont en Suède, les gens vont pour prendre des gros poissons, pas pour prendre des brochets de 50, ça faut pas se mentir là-dessus. Parce que l'halieutisme est mis parce que voilà. Après, il y a un truc que j'aimerais quand même mettre en avant, c'est qu'on a un permis qui est pas très cher. Alors, ça va faire hurler des gens, hein, ça c'est clair ce que je dis. Mais avec notamment les choses comme le Grand Ouest, là, où tu prends un timbre supplémentaire avec l'entente entre l'entente halieutique et le Grand Ouest. Tu peux pêcher dans 91 départements pour, on va dire, aller un peu moins de 100 €. 95 et quelques. Donc, 16, ça a augmenté. Alors. Pour 96 €, tu peux pêcher dans 91 départements, 365 jours de l'année. Alors, pas toutes les espèces, pas de la même manière, mais tu peux y aller autant que tu veux. Ça reste pas très cher. C'est-à-dire que si tu essayes d'aller au cinéma tous les jours, tu verras qu'à la fin de l'année... Tu prends n'importe quelle licence, quoi, tout simplement. Tu fais du sport, tu prends n'importe quelle licence. Quoi. Voilà, on a un loisir qui est relativement démocratique au niveau du coût, parce que tu n'es même pas obligé de prendre le Grand Ouest, c'est-à-dire celui qui pêche à côté de chez lui, il n'est pas obligé de prendre un timbre supplémentaire, il en aura pour moins cher. Donc on a quand même un loisir avec des cartes à la journée, des cartes à la semaine, des cartes vacances. Justement, en parlant de cartes, j'aurais un petit souhait, moi.
enfin, moi, c'est pas que moi personnellement, il y a beaucoup de pays dans lesquels on va, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Hollande, enfin peu importe, quand on prend un permis, il est valable du jour où on l'a pris, De date à date. de date à date. En France, en fait, ça se passe sur un calendrier annuel, quoi. Alors, si on prend certains, on a tous des catégories de pêcheurs différents. Maintenant, il y a des pêcheurs spécialisés, c'est-à-dire qui ne pêchent pratiquement que les carnassiers, ils ne font pas autre chose. Il y a des gars qui prennent leur permis, on va dire, début septembre. Voilà, parce qu'ils vont au carnat, quoi. Ils ont un permis qui est valable 4 mois, quoi. Il y en a surtout plein qui ne le prennent pas. Oui, voilà. Non, mais voilà. Et je pense que de le faire de date à date, on résolverait déjà une partie de ces gens qui ne le prennent pas. Et ça, j'en suis convaincu, quoi. On a fait faire une étude en 2013 à ProTourisme sur justement les éléments permettant de développer le tourisme pêche en France. Et ce qu'on a eu en retour, c'est effectivement la diversification des produits en termes de cartes de pêche pour faire en sorte de répondre à tout type de demande. Sauf que jusqu'à 2019, on a encore des supports papier avec des détaillants. Et si le détaillant, il n'a pas 3, mais 15 produits en gamme, eh bien, ça va lui compliquer l'existence. Le tout Internet va nous permettre d'aller dans ce sens-là et d'être beaucoup plus ambitieux et d'élargir la gamme en termes de cartes de pêche. Donc en 2019, la vente sera exclusivement par Internet sur l'ensemble du territoire. Et donc on va commencer à travailler d'abord sur le support lui-même, parce que c'est un peu vieillot, le support de la carte de pêche, et puis sur cet élargissement de la gamme de cartes de pêche. La vente de date à date, c'est sûr que dans beaucoup d'endroits, même en France, quand vous prenez une action quelque part, c'est de date à date. C'est date à date, bien sûr. Mais il y a un détail quand même qu'il faut prendre en compte, c'est que vous prenez rarement votre carte suivante au moment où votre carte s'arrête. Il se passe quelques semaines, voire quelques mois avant de la reprendre. Alors je vais vous interrompre et je vais prendre le cas que je connais bien de la Hollande. Je reçois 1 mois et demi avant ou 2 mois par mail et par texto, on est recevoir, qui nous permet en fait de le valider de suite. Pour éviter la rupture. Eh bien, évidemment, renouvellement automatique. Il faut absolument l'accompagner de ça, parce que, au travers d'expériences partagées, on s'aperçoit que sur 5 ou 6 ans, on perd une carte. Alors, sur le fait que les pêcheurs vont à l'étranger, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Et par contre, les pêcheurs qui vont à l'étranger sont principalement des pêcheurs, j'oserais dire, qui remettent les poissons. Aujourd'hui, le problème numéro 1 que l'on a en France, c'est le prélèvement. C'est le prélèvement. Je vais vous donner un exemple. Mon association, ce sont les Brochons du Loir, Châteaudun, en Eure-et-Loire. On a 20 km de linéaire sur le Loir, dans un secteur où le brochet est bien présent, avec des brochets mètrés. Et on a 8 plans d'eau, dont des plans d'eau à thème, un plan d'eau de 10 hectares qui est en no-kill carnassier depuis des années. En termes de fréquentation, c'est le moins fréquenté. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette envie des pêcheurs de prélever. C'est assez parlant quand même comme exemple. Et on résiste à la pression au niveau des assemblées générales face à la demande de dire mais quand est-ce que vous le remettez Oui. Alors voilà, c'est le problème. C'est un peu différent. Oui, mais c'est pour ça ce que proposait Gaël, et qui est loin d'être con, quoi. La maille inversée, comme ça existe dans certains pays, ça règle ce problème. Parce que si tu veux, tu auras quand même cette population de gros poissons. Et tu contenteras quand même le gars qui veut prélever un poisson. Par contre, il ne va pas te prélever ton meilleur géniteur, quoi. Gaël, la maille inversée, si tu avais le super pouvoir de dicter une mesure à la fédération nationale, ça serait celle-là ? C'est délicat, mais je pense que pour nos milieux, ça serait bien. Ouais. Bruno ? Ouais, moi, je suis sur la truite comme sur le brochet. La maille inversée ? C'est surtout que ça entretiendrait l'attractivité des milieux. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où clairement, il y a peu d'intérêt parce qu'on sait que les populations sont écrêtées systématiquement dès que ça dépasse la taille légale. Le fait de savoir que tous les beaux poissons sont remis, ça préserve l'halieutisme, qui est une de vos missions donc. Et ouais, bien sûr, c'est forcément une bonne mesure. Tout en contentant les gens qui veulent garder un poisson de temps en temps. C'est très compliqué. Il va falloir que l'on conclue malheureusement cette émission. On aura encore beaucoup de choses à évoquer avec vous. Est-ce que c'est très compliqué cette histoire de maille inversée ? Vous savez, chaque fois qu'on touche à la réglementation, c'est compliqué. Faut
des mois, voire des années, avant de modifier Je crois que tout le un monde signe, élément si de la ça peut être réglementation. validé pour dans 2 ans, tout le monde va signer ici. Hein. Alors ce Il y a concept, tellement d'autres choses. ce concept de maille inversée, c'est vrai qu'il fait son chemin, hein, et que bon, peut-être qu'un jour on y viendra, mais ça passera du temps. Ça peut être, c'est pas forcément une réglementation globale. Il y a des initiatives locales où il y a des réglementations spécifiques qui sont mises en place et qui se passent très bien, où les gens vont faire 300 bornes pour aller pêcher tel lac parce que là-bas la réglementation leur convient et ils savent qu'il y a une maille inversée ou du no-kill ou des aménagements spécifiques. Pourquoi il n'y aurait pas dans chaque département des plans d'eau qui soient valorisés de cette manière-là et où du coup on puisse maintenir l'attractivité et contenter justement. Je pense qu'effectivement, ce sera plus facile à mettre en œuvre sur des plans d'eau que sur des eaux libres, Bien sûr. parce qu'on est moins dépendant, je voudrais dire, de l'administration et de l'AFB, qui a son mot à dire aussi, hein, sur cet aspect réglementaire. Donc on sera plus facilement amené à pouvoir mettre ça en place. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Legret, d'être venu sur le plateau du Fishing Club. C'était très appréciable de vous avoir et de pouvoir discuter avec un représentant de la Fédération nationale. Merci les garçons. Merci. 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 C'est terminé pour ce Fishing Club. On vous souhaite une très très bonne année, une nouvelle fois, 2019. Tous nos vœux de bonheur, plein de poissons durant l'année à venir. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt dans le Fishing Club. À très vite.